bonjour à toutes et à tous. Je me rends compte que je faisais le kéké tout à l'heure, mais c'est une grande salle quand même, hein. Maxi, ça porte bien son nom. Bon, la SNCF, comme vous savez, hein, c'est un acteur majeur du paysage économique français. C'est une entreprise publique, enfin, de mission de service public, et elle bénéficie d'une visibilité auprès de tous les Français, bien entendu. Ça fait quand même 3 bonnes raisons, alors parmi d'autres, hein, bien sûr, qui invitent à s'emparer du sujet du design éthique et de la responsabilité des entreprises dans le digital. Quand on a préparé ce talk avec Florence, il y a une phrase ou un chiffre qui m'a assez étonné, qui dit que on construit aujourd'hui le climat de dans 10 ans. Le temps, en effet, que le carbone monte dans l'atmosphère. On va parler de mission à long terme, finalement. On se rend bien compte, hein, 10 ans, c'est du long terme. Et c'est pourquoi, en fait, il faut finalement, au plus vite, intégrer la notion d'éthique, hein, dans les processus de conception, dans les stratégies des entreprises et dans la manière de concevoir et de considérer l'humain. Alors Florence, toi, en effet, comme l'a dit Jean, hein, tu es directrice, hein, de la Fab Design. Vous accompagnez, hein, les projets d'interface digitale pour le groupe SNCF. Ce qui est bien, c'est que dans ton équipe, elle est composée de plusieurs personnes. Il y a des designers, bien sûr, il y a des développeurs, il y a des web analystes, il y a des chefs de projet, voilà. Il y a tout ça. Première question, j'ai envie de dire, comment tu définirais, toi, le design éthique? Bonne question. Alors déjà, bonjour à tous et merci aussi pour cette introduction. Ce que je voulais aujourd'hui, c'était déjà commencer par vous raconter comment, à la Fab Design, on met en pratique notre vision du design éthique. Et du coup, commençons l'histoire par le début, sur effectivement comment est-ce qu'on définit le design éthique. Alors on s'est posé la question dans l'équipe sur finalement comment est-ce qu'on pouvait, avec nos visions, construire une vision unifiée, une définition unifiée. Et cette définition d'un design éthique, d'un design durable, plus responsable, d'un design plus respectueux, nous l'avons construit sur 3 dimensions, 3 piliers. Le premier pilier, évidemment, en tant que design, le design va être centré sur l'utilisateur. Et donc, le premier pilier qui nous tient vraiment à cœur et qu'on voulait mettre en avant, c'est un design éthique, c'est un design plus respectueux des individus. C'est vraiment notre première base. Le deuxième pilier de notre définition du design éthique, c'est un design plus frugal, plus respectueux de l'environnement, mais pas uniquement. C'est un design qui va être moins consommateur de ressources globales. Et la troisième dimension de notre design, définition du design éthique, c'est un design plus inclusif. Je vais revenir plus concrètement sur chacune de ces 3 dimensions, mais c'était en fait vraiment dans notre démarche l'idée de se dire que finalement on n'arrive pas à définir en un seul terme notre design éthique, on avait besoin vraiment d'englober ces 3 dimensions. Un design éthique, c'est un design plus respectueux des individus, parce qu'on le veut moins intrusif, parce qu'on le veut moins manipulateur. Et je pense, enfin, je suis peut-être la seule ici, mais je pense qu'on se rend compte que très rapidement, quand on commence à utiliser des applications sur un LinkedIn, sur un Twitter par exemple, assez rapidement, on peut se rendre compte que finalement, ça fait une demi-heure qu'on était dessus et on n'a pas vu le temps passer. Donc l'idée, c'était aussi de se dire comment est-ce qu'on est moins manipulateur et comment est-ce qu'on évite de créer certains biais, comment est-ce qu'on évite de créer certaines addictions dans nos processus aussi. Un design plus respectueux des individus, c'est aussi un design moins intrusif. Et je pense notamment, je prends l'exemple des notifications, ce qu'on voit, c'est qu'en moyenne, les utilisateurs d'applications mobiles sont prêts à accepter sans problème 2 notifications par jour. De notifications évidemment pour l'ensemble des applications, hein, pas par application, et que leur seuil de tolérance est en gros autour de 8 notifications par jour. Donc l'idée, c'est aussi de se dire que finalement, l'idée, c'est pas d'aller jusqu'à ces limites du seuil de tolérance, parce que certes, on risque d'avoir notre objectif, c'est d'avoir un impact court terme grâce à ces notifications, par exemple, mais en même temps, dans la durée, on risque de passer certains seuils et de casser notre relation aussi avec l'utilisateur.
Donc l'idée, c'est vraiment de se dire comment est-ce que dans nos interfaces, on travaille pour recréer une relation avec nos utilisateurs aussi dans la durée. Ce n'est pas une vision naïve, c'est d'arrêter tout contact un peu pushy avec l'utilisateur, mais gardons-le vraiment pour trouver un bon équilibre entre la valeur business et le respect des individus. Donc ça, c'était vraiment notre première partie de la définition du design éthique. La deuxième dimension de notre design éthique, c'est la frugalité. Comment est-ce qu'on crée des interfaces qui vont être moins consommatrices de data, moins consommatrices de ressources. Donc un chiffre qui est assez intéressant, que j'ai lu dans le livre de Tim Frick, Designing for Sustainability. Tim Frick estime que 40% de l'impact écologique d'un produit digital est lié au front-end. Donc déjà, on voit que dans la phase de conception et le rôle du designer dans l'impact écologique d'un produit, le rôle du designer est clé. Donc comment est-ce qu'on va retravailler correctement en amont les besoins, la définition de l'application, par exemple, qu'on va définir, afin de réduire aussi son empreinte écologique. Un autre chiffre, je trouve intéressant, puis après je vais arrêter de faire la maîtresse d'école, c'est le chiffre d'une étude du Scandich Group qui dit que 70% des fonctionnalités demandées par les utilisateurs sont jugées comme non essentielles, et surtout 45% des fonctionnalités demandées par les utilisateurs ne sont pas utilisées. Donc à nouveau, si on se recentre bien et si on définit bien notre design, on va pouvoir se recentrer sur des fonctionnalités plus essentielles et recréer plus de frugalité aussi dans nos interfaces. Et le dernier pilier de notre définition du design éthique, c'est l'inclusion. Par l'inclusion, j'entends le fait de pouvoir rendre accessibles nos interfaces à un public le plus large possible. On pense notamment à l'accessibilité numérique pour tout ce qui est personnes en situation de handicap. C'est un marché de plus de 10 millions de personnes concernées en France. Et par inclusion, on pense aussi à tous les contextes qui vont pouvoir être un peu plus complexes. Et ça, c'est aussi une problématique qu'on a au niveau de la Fab Design quand on va traiter, par exemple, des applications pour les collaborateurs, pour les métiers, des agents qui vont être sur le terrain. L'idée, c'est de se dire, est-ce que l'application que je suis en train de développer va bien fonctionner quand je vais me retrouver dans une connectivité limitée parce que le réseau 3G, 4G passera pas bien, ou parce que je serai carrément offline, ou comment est-ce que dans mon contexte d'environnement de travail, par exemple à faible luminosité, je vais pouvoir être dans des bonnes situations d'usage de mes interfaces. Donc c'est l'inclusion véritablement au sens large qui nous a permis de définir ce troisième pilier du design éthique. Alors finalement, dans ces définitions du design éthique, on a parlé de frugalité, d'utile, d'être plus simple, plus efficace. Donc on retrouve toutes les composantes de la définition même du design. L'idée, c'est vraiment d'être recentré sur l'utilisateur et sur son environnement. Et c'est vrai que sur cette définition du design éthique, c'est aussi la définition quelque part d'un bon design, mais on sent qu'aujourd'hui, on a besoin aussi de repréciser cette définition. Donc voici ma définition, notre définition telle qu'on l'a construite, et qui est aujourd'hui une pièce à casser ensemble. Plein de mots très justes, en effet. Il y aura un temps, si on respecte notre timing, un temps prévu à la fin pour les questions-réponses, bien sûr. Il y a un truc que j'aime bien savoir, c'est comment ça a démarré. C'était quoi le déclic finalement? Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, vous avez dit, au-delà de cette perception de la définition qu'on peut poser, qu'est-ce qui fait que vous avez commencé à vous dire, oui, là, il faut qu'on s'empare du sujet? Alors, tu l'as dit en introduction, SNCF, je le rappelais, est une entreprise publique. Et je pense que finalement, cette notion de service public, cette notion de service est
quand même très ancré dans le quotidien des collaborateurs. Et il y a beaucoup d'initiatives qu'on a pu identifier sur la RSE au global et plus spécifiquement sur le sujet aussi du numérique responsable. Il y a des conférences qui sont faites par exemple auprès des DSI pour sensibiliser sur l'éco-conception. Il y a également un programme qui a été mis en place auprès des cadres dirigeants pour montrer comment l'innovation sociale pouvait être aussi virtueuse en termes de business. Mais finalement, le constat, c'était qu'on était plutôt sur des formations, des sensibilisations. Et notre question côté direction digitale, c'était vraiment comment est-ce qu'on passe de la sensibilisation, de la pédagogie, à l'action. Et on a aussi profité des 80 ans de notre grande maison SNCF l'an dernier et la réaffirmation de sa raison d'être pour dire comment est-ce qu'on tire le fil sur le digital également. Donc la raison d'être des SNCF, c'est d'apporter à chacun la liberté de se déplacer facilement en préservant la planète. Alors, on se projette assez naturellement sur l'univers des transports collectifs, transports en commun, la mobilité. La question, c'était vraiment comment est-ce qu'on le traduit côté digital et comment est-ce qu'on passe de la sensibilisation sur le sujet du numérique responsable, comment est-ce qu'on passe à véritablement l'action et un projet concret et un projet phare fédérateur. Donc, c'est en essayant d'identifier un projet clé aussi, qu'on a pu lancer la démarche également. Un autre mot qui est très juste, c'est concret. Moi, j'ai bien le concret. Alors, oui, d'habitude, dans ma vie professionnelle, je pose beaucoup de questions. Donc là, je vais sûrement peut-être en poser plus que prévu, on verra, surprise. Et donc, par quoi vous avez commencé? Qu'est-ce que vous avez choisi d'aborder en premier? Alors, concrètement, on va dire l'élément clé, l'élément déclencheur, c'était une contrainte qu'on nous a fixée. on reste des humains. Donc fin 2016, SNCF a signé un pacte d'engagement sur l'accessibilité numérique. Et l'idée, c'était de partir sur un projet phare permettant d'accomplir ces engagements-là. Et donc, on s'est fixé l'ambition d'avoir le label AccessiWeb niveau argent, qui correspond au standard RG2A, sur le site sncf.com. Alors, je ne vais pas vous faire la partie technique de l'accessibilité, c'est juste pour vous expliquer qu'on avait un cap, on s'est fixé une ambition, et surtout, il y avait des standards pour dire comment est-ce qu'on va jusqu'à ce label niveau argent. On a choisi de prendre le projet sncf.com parce que c'était d'une part un projet aussi assez structurant, assez visible, en externe et également en interne. On a choisi aussi parce que c'est un site serviciel. Vous y retrouvez l'information horaire, la recherche itinéraire, toutes les informations corporate, également tout ce qui est service client et réclamation, par exemple. On ne pouvait pas, sur un site serviciel, laisser de côté toute la population des personnes en situation de handicap. Donc c'était vraiment se dire comment est-ce que aujourd'hui ces 10 millions de Français qu'on adresse mal sur les interfaces digitales, comment est-ce qu'on leur donne accès à nos services digitaux. Donc ça, c'était le point de départ qui s'est traduit, une fois que le pacte a été signé, qui s'est traduit par zut, maintenant que les chefs se sont mis d'accord, comment est-ce qu'on y va? Donc l'idée, c'était de finalement sortir l'accessibilité de la direction d'accessibilité ou des experts qu'on pouvait trouver en externe pour commencer à vraiment l'intégrer dans nos projets, dans la démarche projet, c'est-à-dire former toute la chaîne de métiers nécessaires pour le projet sncf.com. Donc former sur l'accessibilité numérique, les développeurs, les designers, les chefs de projet, former également les rédacteurs, et puis intégrer dans nos méthodes de travail cette problématique d'accessibilité numérique. Concrètement, à chaque sprint, par exemple, de notre fonds de site, à chaque sprint, on faisait un audit avec des experts, et ça nous permettait, en plus de la formation qu'on avait pu avoir au début,
ça permettait aux équipes aussi de voir en situation réelle, d'apprendre sur les premières maquettes qui avaient été livrées, puis les secondes, sur la recette qui pouvait être faite, etc. etc. Donc c'était vraiment se mettre à niveau au fur et à mesure, commencer à créer des réflexes sur l'accessibilité numérique. Du coup, le résultat, c'est qu'en février dernier, on a réussi à atteindre ce label niveau argent. Donc ça, c'était vraiment une première victoire, une première fierté. Mais je pense que la vraie fierté, la vraie victoire, c'est que finalement, aujourd'hui, les équipes ont envie d'aller plus loin. Les équipes intègrent aussi ce process dans les autres projets. Et par exemple, on est sur sncf.com. Maintenant, on travaille sur le fait de rendre accessible aussi nos interfaces pour les personnes dyslexiques, ce qui n'était pas exigé par le label initial. Donc c'est un premier projet qui nous a permis véritablement de lancer la dynamique, de partir sur ce premier chantier d'inclusion numérique aussi. Et ça permet de capter aussi le fait que l'équipe avait été prête par rapport à la posture de contrainte qu'on avait pu avoir au départ, c'est de dire comment est-ce qu'on va plus loin et comment est-ce qu'on a envie aujourd'hui d'aller plus loin. Donc, une petite victoire, ça fait du bien finalement. Commencer par ça, commencer par la contrainte ou commencer par la menace. Hein. C'est une manière de faire, mais si ça aboutit et ça donne des effets, allons-y. Mais après ça, vers quoi vous vous êtes engagé? Qu'est-ce que vous avez décidé sur quoi vous avez voulu embrayer finalement, maintenant que l'état d'esprit ou que toute une équipe avait été mise sur pied? Les chantiers étaient assez vastes, assez ouverts. Une fois qu'on a commencé sur la partie accessibilité, c'était finalement est-ce qu'on continue sur la partie inclusion, jusqu'où on va. Et finalement, et puis au niveau de l'équipe, c'était l'équipe qui avait travaillé sur sncf.com, qui travaillait sur de nouveaux projets, mais l'idée, c'était aussi de se dire comment est-ce que, au niveau de la Fab Design, je diffuse aussi cette expertise au-delà et cette envie au-delà de cette première équipe projet. J'ai commencé par faire quelque chose de très simple. L'équipe est entre Nantes et Paris. Et donc, du coup, tous les 2-3 mois, on se réunit pour partager les nouveaux projets. Et puis, on a fait, à la fin de cette journée de partage, on a regardé ensemble un documentaire, d'ailleurs, que je vous invite aussi à regarder, qu'on trouve sur le web et qui est libre d'accès de visualisation. On a regardé ensemble le documentaire Ethics for Design de Gauthier aussi. Et puis, on a commencé à débattre. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que finalement, ça a fédéré à peu près tout le monde, pas forcément sur les mêmes avis, mais en tout cas, ça donnait envie vraiment d'aller plus loin, de se poser des questions. Voilà, ça générait un truc. Il se trouve que c'était fin d'année, et puis finalement, je me suis dit, début d'année, comment est-ce qu'on peut aller plus loin, au-delà de visionner un film, c'est sympa, mais voilà, comment est-ce qu'on passe en action. Et du coup, je me suis dit, voilà, en tant que manager, c'est la période des objectifs. Fixons un objectif à chacun sur le design éthique. Et là, c'était assez intéressant de voir la réaction de chacun, c'est-à-dire entre l'envie et un petit peu de panique. Entre l'envie, parce que finalement, on a tous envie d'aller dans ce bon sens du design éthique, mais également un peu de panique, parce que la vraie question, c'était finalement, est-ce que je suis légitime ? Je ne suis pas expert. Comment j'y vais? Quels sont les standards par rapport à ce qu'on avait pu voir sur l'accessibilité numérique où c'était assez bien cadré? Donc la question, c'était voilà, ok, c'est gentil Florence, mais là, je ne sais pas comment faire. Donc l'idée, c'était évidemment pas de laisser chacun tout seul dans son coin avec son objectif. Et on a fait un premier... Excuse-moi, ce qui veut dire que malgré la petite victoire, c'était pas gagné finalement pour la suite. Voilà, il nous manquait le chemin pour y aller, savoir sur quoi travailler. Sur un sujet comme l'accessibilité, c'est vraiment bien cadré finalement. Une fois qu'on s'est dit, on a des standards. Donc là, c'était finalement un peu trop ouvert pour savoir sur quoi se lancer. Et donc, on a pris les différents métiers de l'équipe. On a fait un premier atelier d'idéation. Pareil, ça, tout le monde peut le faire, et je pense que tout le monde peut le faire. Et en 1h30, on avait pondu 70 idées. 70 idées sur comment est-ce qu'on peut agir sur le design éthique. Donc, évidemment, elles n'étaient pas toutes directement applicables. Mais ce qui était intéressant, c'est de se dire, voilà, qu'est-ce qu'on peut tirer aussi pour se faire notre roadmap, et aussi qu'est-ce qu'on peut mettre en place rapidement. Et là, j'aimerais partager 2 exemples qui sont sortis de cet atelier qu'on avait fait au mois de janvier-février dernier. 2 exemples, un qui est
plus pour les designers, et un deuxième exemple qui concerne à la fois les designers et les développeurs. Le premier exemple, et ça aussi c'est voilà, quelque chose d'assez facile finalement à mettre en place, c'est comment est-ce qu'on intègre cette notion de design éthique dans toute notre phase de conception, toute notre phase de cadrage des projets. Je disais tout à l'heure, 70% des fonctionnalités citées par les utilisateurs sont finalement jugées comme pas essentielles, 45% sont jamais utilisées. Bon, ça veut dire aussi qu'il faut prendre le réflexe dans chacun de nos outils de se poser les questions du design, d'un design éthique. Donc l'équipe de designers a appris tous ces templates, le business canvas model, la customer journey map, etc. pour dire dans chacun, quelle est ma checklist. Est-ce que j'ajoute des biais dans le produit que je suis en train de faire? Est-ce que les données que je suis en train de traquer vont être vraiment utiles? Est-ce que je suis en train de manipuler l'utilisateur, etc. Donc toutes les questions qu'on a pu aborder lors de la définition du design éthique. Finalement, ce sont des questions que le designer se pose, mais qui n'étaient pas structurées telles quelles. Et quand on commence à se faire ajouter en checklist dans chacun de nos templates, ça devient aussi un peu plus systématique. Et si je vous donne un exemple concret, on avait l'habitude, on a souvent d'ailleurs le réflexe, dès qu'on parle d'un itinéraire, de mettre une carte à côté. Finalement, si on pense avec un design éthique, on peut se dire dans quel cas est-ce que cette carte apporte vraiment de la valeur. Si c'est pour montrer le trajet d'un train, ça peut être intéressant et c'est rigolo quand je suis à bord de train pour voir le petit train qui bouge sur la carte, mais finalement quand je cherche un itinéraire, de voir qu'il va en ligne droite entre deux villes, ça ne m'apporte pas grand-chose. Et pourtant, ça va consommer de la data. Et finalement, on avait pour habitude d'ajouter des cartes parce que c'est presque devenu un réflexe. On ne se posait même plus la question dans l'interface de dire est-ce que cette carte apporte vraiment quelque chose. Et si on ressent vraiment sur la fonctionnalité essentielle, on se rend compte que on peut aussi faire des économies en termes finalement de développement, en termes de ressources aussi qui vont être consommées, etc. Et puis reconsacrer aussi ce temps ou cet argent disponible sur d'autres fonctionnalités. Donc ça, c'était un premier exemple de dire comment est-ce qu'on retravaille vraiment sur la phase de conception pour se recentrer sur les questions essentielles. Le deuxième exemple, et d'ailleurs je suis contente de pouvoir en parler aujourd'hui parce qu'il vient de sortir la semaine dernière, c'est une idée aussi qui a sorti l'atelier, qui était de faire une version en mode sombre, au dark mode ou au mode nuit de nos interfaces. Et donc c'est sorti, c'est live, c'est sur notre Bootstrap d'ailleurs que vous pouvez, vous avez l'URL là et vous pouvez tester. C'est une version bêta voire alpha, donc allez-y, testez, contribuez, n'hésitez pas pour ça. Et l'idée c'était de se dire comment est-ce qu'on adopte notre charte en version sombre. Donc c'était pas juste on passe du noir au blanc. Il y a aussi tout un travail aussi pour vraiment garantir, rester dans un minimum de code aussi esthétique lié à notre charte. Donc ça c'est un travail qui a pris en gros 3-4 jours côté designer et 5 à 10 jours côté développeur. Donc c'est aussi des choses qui restent avec un investissement assez raisonnable et qui en même temps sont assez marquantes pour les projets parce que c'est visible. Les projets qui viennent nous voir se disent tiens, s'ils n'avaient pas vu cet exemple-là, ils ne se poseraient pas forcément la question. Donc on attend aussi beaucoup de ce deuxième exemple. Donc ça, ce sont des premiers exemples qu'on a tirés de notre atelier initial. Et ce sont des choses qu'on a pu mettre en place assez rapidement en quelques semaines aussi. Et ça permet de lancer la dynamique du design responsable de notre programme. Donc 10 jours, grosso modo, pour passer en mode nuit, c'est ça? C'est ça. D'accord, très bien. Alors, je résiste pas. Depuis tout à l'heure, il y a le fauteuil bleu qui m'appelle. Je vais te poser la question de là-bas. tu peux rester debout, mais moi, je m'assois ici. 5 ans que je rêve de monter sur scène. Pensez bien que je vais utiliser tous les sièges qui sont là. Alors, tu as parlé d'objectifs tout à l'heure. Quand on se lance dans ce type de démarche, alors par la contrainte et après par la conviction, comment tu vas finalement mesurer le travail qui est accompli, l'avancée que vous faites? Quels sont les indicateurs finalement pour vous?
C'était la première question, effectivement, qui est venue aussi à travers les objectifs, de se dire, bon, ok, on me demande de faire un objectif, mais je fais quoi et comment est-ce que je vais être évalué? Et là, je pense que c'est aussi, j'aime bien cette citation, je pense que c'est ma formation d'ingénieur. Je l'aime bien aussi parce qu'elle a plus de 150 ans et ça reste vraiment d'actualité. Donc Lord Kelvin a écrit « Ce qui ne se mesure pas ne peut pas s'améliorer ». Donc clairement, il nous fallait des indicateurs. Mais on l'a vu, on avait déjà besoin de redéfinir ce qu'on entendait par design éthique. Donc autant dire que les indicateurs n'existaient pas. Alors il y a beaucoup de choses qui existent dans les mesures autour du design éthique, de l'éco-conception. Ce qu'on a travaillé, c'est une combinaison de différents indicateurs. Et on l'a mis sur 5 axes, pardon, en disant sur les différentes dimensions qu'on a établies sur la définition du design éthique. Qu'est-ce qu'on pourra avoir comme indicateur simple à mettre en place, simple et pertinent évidemment, pour pas faire non plus simple, pour pas faire une usine à gaz. Et finalement, on s'est rendu compte que sur chacun des axes, on arrivait à trouver des indicateurs qui existaient déjà, des indicateurs qu'on avait déjà parfois mis en place et qu'on pouvait essayer de lancer quelque chose. Donc ça aussi, c'est une réflexion qu'on a menée dans les quelques derniers mois, quelques dernières semaines. Ces 5 axes, ce sont les suivants. Premier axe, l'inclusion. Donc là, sur lequel on s'appuie sur les standards RGDA de l'accessibilité numérique et dire est-ce qu'on peut aller même plus loin que le niveau RG2A. Le deuxième axe, c'est la data privacy. Donc, évidemment, tout le monde est conforme à RGPD, mais on va dire qu'on peut aller même plus loin que le sujet RGPD en ne captant la donnée qu'au bon moment. Par exemple, il n'est peut-être pas nécessaire au moment où l'utilisateur se connecte sur un site de lui demander son adresse. On aura besoin de son adresse uniquement s'il veut recevoir son billet à domicile, mais s'il fait toujours du billet, ce n'est pas forcément nécessaire. Donc, c'est se dire comment est-ce qu'on se limite vraiment aux données dont on a besoin à chaque étape. Le troisième axe, qui est lié à l'efficience et comment est-ce qu'on mesure le fait que nos interfaces vont être intuitives et plus simples. Cet axe-là, on le mesure avec le Customer Effort Score, qui est aussi un critère d'ergonomie qui existe et qui existait déjà avant. Le quatrième axe, c'est la satisfaction client. Ça, je pense que tout le monde quasiment le mesure aujourd'hui. Et enfin, le dernier axe, qui est l'éco-conception, qu'on a pris, qu'on va tester avec deux mesures, parce que c'est une mesure assez simple, avec des outils qui existent aujourd'hui sur le web, qui sont quel est le poids des pages et combien de requêtes on a par page. Et l'idée, c'est, maintenant qu'on a posé ce modèle-là, de l'éprouver d'ici fin d'année, de prendre une petite dizaine de projets pour le tester, vérifier les seuils, vérifier la pertinence de ces indicateurs-là, et puis ensuite, de se dire sur 2020, qu'est-ce qu'on se fixe véritablement comme objectif et qu'est-ce qu'on mesure et comment est-ce qu'on améliore la situation. Donc, en effet, vous avez pris la liberté finalement de définir votre propre modèle, vous tentez des choses, ce qui veut aussi dire que pour l'instant, il n'y a pas nécessairement de standard. Alors, est-ce qu'il faut de standards éthiques, de design éthique? Est-ce qu'il faut qu'il y en ait un? Comment on peut contribuer pour finalement qu'il y ait quelque chose qui ne soit peut-être pas nécessairement à nouveau dans la contrainte de l'accessibilité, comme vous avez connu au départ, mais voilà, quelle est votre approche par rapport à cette idée de standard? Notre approche, elle est assez transparente, c'est pour ça que je suis là aujourd'hui. C'était se dire, finalement, il n'y a pas de standard qui existe, donc c'est presque une opportunité. Et je pense qu'on a... il ne faut surtout pas attendre qu'il y ait des labels, parce que sinon on en est encore là pour pas quelques mois ou quelques semaines, mais plutôt quelques années. Donc l'idée, c'est de se dire... Quels sont les indicateurs, quels sont les standards qu'on pourrait mettre en place? Et la démarche aujourd'hui, c'est de vous partager, nous, ce qu'on a commencé à construire, de le tester, soit selon les différentes entreprises, soit les différents projets, agréger, échanger aussi sur les différentes façons dont on pourrait mesurer ce design éthique. Et finalement, prenons comme une opportunité le fait qu'il n'existe pas de standard pour créer, proposer et expérimenter aussi sur notre terrain de jeu. Dès le départ, dans le propos, il y a eu beaucoup de métiers qui ont été cités, il y a eu beaucoup de collaborations, il y a eu beaucoup de gens impliqués finalement, de personnes impliquées, de métiers, de compétences. Le rôle du designer dans tout ça, enfin, le titre, c'est bien design éthique, donc le mot éthique est bien associé au mot design dans le titre,
Mais quel est le rôle du designer finalement dans cette démarche-là? Le rôle du designer est évidemment clé parce qu'il va être clé notamment sur la phase de conception. Et on l'a vu, c'est comment est-ce qu'il va recentrer vraiment sur le besoin, le bénéfice pour l'utilisateur. Maintenant, il ne faut pas que le rôle du designer soit réduit, comme malheureusement parfois c'est un peu trop le cas dans les entreprises, sur de la production. Il faut vraiment lui en donner ce rôle de conseil. Il faut que les managers aussi arrivent à faire remonter aussi la voix du designer. Il y a la voix du client, mais je pense que c'est la voix du designer en tout cas en interne pour porter justement cette voix du client. Donc pour moi, le rôle du designer va être clé aussi pour diffuser aussi les bonnes questions à se poser lors de la conception des sites, lors des demandes qu'on peut avoir aussi de nouveaux services. L'idée, c'est que ces méthodes du design soient aussi davantage diffusées et que les collaborateurs puissent se les approprier, comme on a pu le voir sur l'accessibilité, par exemple, parce que je vais vous donner un exemple, mais on le voit aussi dans les projets, les premières initiatives qui ont émergé. Pour moi, le design éthique, c'est vraiment un sujet, c'est l'affaire de tous. C'est une mission pour tous et à chacun aussi de pouvoir le déployer, le diffuser dans l'entreprise. Côté Fab Design, en tout cas, je pense qu'on voilà, l'idée, c'était vraiment de se dire, on est au début. On pose des choses, on échange, on le construit et puis voilà, testons-le ensemble et voyons comment est-ce que les différents métiers arrivent aussi, ou les différentes entreprises, comment est-ce que chacun arrive à se l'approprier pour pouvoir mieux diffuser ces concepts. Alors j'ai l'impression que dans par rapport à cette ambition, tout le monde doit faire sa part finalement. Enfin, chaque personne est impliquée. Même si j'ai l'impression que sur le designer, on pèse un peu plus de choses que les autres personnes, mais ce n'est que mon avis. Tout le monde doit faire sa part, et le mot collaboratif, alors qu'on l'entend beaucoup ces temps-ci, j'ai l'impression est-ce que dans le design éthique, oui, alors je commence peut-être par la première question, c'est moi qui vais vous la poser, mais j'ai l'impression que le collaboratif est d'autant plus important sur cette thématique-là. On ne peut pas faire dans son coin tout seul, en tout cas. Finalement, ne serait-ce que par la définition de l'éthique où il faut arriver à se challenger et se reposer des questions. Et c'est pas l'affaire d'un expert sachant dans un coin. C'est effectivement par l'échange, le collaboratif et les différents points de vue qu'on arrive à enrichir la réflexion. En tout cas, c'est ce que j'ai pu constater au travers des ateliers aussi qu'on a pu emmener. Donc on a bien compris que la réponse à la question, c'était oui. En effet, oui, c'est possible, tout à fait. Merci Florence pour ce témoignage.